Il y a eu beaucoup de peur, relayée par les médias israéliens. L'armée iranienne a testé l'un de ses missiles balistiques les plus puissants. Cela intervient après les discussions sur le rétablissement des sanctions, la reprise des débats sur l'agression envers l'Iran et les avertissements selon lesquels l'Iran réagira de manière meurtrière. La chaîne Iranian International a mené une interview avec l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU. Si ce n'est pas un oxymore, Danny Danon, je pense que nous pourrions trouver ces commentaires assez intéressants quant à ce qui se passe réellement concernant les capacités d'Israël. Certaines personnes disent que l'Iran pourrait finir comme le Liban, où Israël peut intervenir et mener des frappes militaires quand il le souhaite. Que répondriez-vous à cela? Eh bien, je ne pense pas que ce soit le cas. Là, ça, je pense que l'infrastructure qu'ils ont pas complexe. Donc, cela ne va pas se produire très rapidement. Et ici, on a eu un aveu général qu'Israël n'envisageait pas de nouvelles frappes, principalement parce qu'il ne peut pas devenir un autre Liban. Il ne peut pas devenir un autre endroit où Israël aurait carte blanche pour frapper quand bon lui semble. Eh bien, ce média est en réalité financé par le régime israélien. Pendant la guerre de 12 jours, ils étaient basés à Tel Aviv et à Al-Quds, en train de pleurer pour les colonisateurs. Ils sont profondément méprisés par les Iraniens ordinaires. Les gens n'ont plus peur. Lorsque les Israéliens ont mené cette attaque éclair et massacré des civils, certains, je crois l'avoir dit dans votre émission à l'époque, c'était tout près de chez moi. Ils ont détruit un immeuble résidentiel, tuant tout le monde à l'intérieur, juste pour atteindre une seule personne. Je crois qu'une vingtaine d'enfants ont été tués dans ce bâtiment. Et ensuite, les médias occidentaux ont qualifié cela de coup de maître en matière de renseignement. Il n'y a pas de coup d'éclat en matière de renseignement. Je veux dire, aucun haut responsable, scientifique ou général iranien ne se cache à Téhéran. Ils vivent chez eux comme tout le monde. Nové, les gens de leur quartier savent où ils habitent. Ce n'est pas un secret. Et pour qu'ils aillent simplement raser un immeuble, ce qui est, bien sûr, ce que les Israéliens font tout le temps, ils ont fait la même chose au Liban pendant la guerre. J'étais au Liban l'année dernière, lorsque Saïd Hassan Nasrallah a été martyrisé. Ils ont simplement massacré des gens. Et les médias occidentaux présentaient cela comme des bastions ou des cibles du Hezbollah pour dissimuler le fait qu'ils visaient en réalité des civils ordinaires. Ils voulaient simplement détruire Beyrouth, Baalbek et d'autres villes, et massacrer femmes et enfants. Exactement comme ils l'ont fait, comme je l'ai dit lorsqu'ils ont tué tous les enfants de cette famille et le père, qui était américain. C'est simplement ce qu'ils font. Mais les Iraniens n'ont pas peur. Dès que la guerre a commencé, après le Blitzkrieg et l'assassinat de tous ces hauts responsables militaires, les Iraniens ont riposté. Et ils ont riposté avec force. Ils l'ont fait jour après jour, et ils contrôlaient pratiquement le ciel au-dessus de la Palestine. Les Israéliens ne pouvaient rien faire contre les missiles iraniens. Et ces derniers jours, si l'on revient sur ce qu'a dit Steve Bannon, et Bannon est quelqu'un qui sait ce qui se passe aux États-Unis, il a affirmé que la véritable histoire, c'est que Trump a sauvé Netanyahou. Durant les 3 ou 4 derniers jours de la guerre, Netanyahou suppliait pour un cessez-le-feu. Et Trump envoyait des messages à l'Iran, leur demandant d'arrêter, s'il vous plaît. Finalement, il a dû faire des concessions jusqu'à ce que l'Iran accepte enfin de mettre fin aux frappes. Ainsi, plus personne n'a peur du régime israélien. Nous avons vu des Iraniens descendre dans la rue, même sous les tirs de missiles à travers le pays, pour soutenir les forces armées. Ils pensaient qu'en tuant toutes ces personnes, ils pourraient semer le chaos dans le pays. Mais ils ont fait le contraire. Ils ont rassemblé les gens sous un seul commandement et les ont rendus fermes.
déterminé à vaincre cet ennemi génocidaire, celui qui considère tout le monde comme sous-humain sauf lui-même, celui qui bénéficie du plein soutien de l'Occident. Lorsqu'ils ont mené la guerre contre l'Iran, les Européens ont dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Alors ils lancent une guerre et prétendent avoir ce droit. Quand ils tuent et massacrent des familles gazaouis, ils ont le droit de se défendre. Quand ils massacrent des gens au Liban, ils ont le droit de se défendre. Quand ils massacrent des civils ordinaires au Yémen, les 31 journalistes, ils ont pris ces journalistes pour cible. As-tu vu la moindre indignation dans le New York Times, le Washington Post, le Guardian ou l'Independent, ou de la part de ceux qui prétendent être alternatifs ou différents? Non, parce qu'ils sont tous pareils et tous contrôlés. C'est soit une opposition contrôlée, soit ils suivent simplement la ligne du gouvernement. Tout cela est fait pour se défendre eux-mêmes. Et je pense que la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël a été un facteur déterminant dans ce conflit. Le plus grand changement, la principale défaite du régime israélien au cours de ces 2 années, est sa délégitimation aux yeux du monde. Le régime israélien n'a jamais été légitime, ni à l'intérieur des frontières de 1967, ni au-delà. En réalité, Desmond Tutu, que vos jeunes téléspectateurs ne connaissent peut-être pas, mais qui fut une figure importante en Afrique du Sud pendant l'apartheid, s'est rendu en Palestine et a effectué une visite après la chute de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Il a déclaré que la situation en Palestine était bien pire que ce qu'il avait vu en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Et cela, c'était avant le 7 octobre. Nous ne parlons pas d'aujourd'hui. Desmond Tutu est décédé il y a plusieurs années. Ainsi, le plus grand changement, c'est qu'aux yeux du monde, les gens qui, pour la plupart, ignoraient ce qui se passait ou étaient trompés par les médias occidentaux, les groupes de réflexion occidentaux, les élites, les diplomates, les journalistes et les politiciens occidentaux, voient désormais le régime tel qu'il est. Il est en train de perpétrer un holocauste. C'est aussi illégitime qu'Hitler. En fait, c'est à bien des égards encore plus malfaisant, parce qu'ils le font sous les yeux du monde entier. Ils le font devant les caméras chaque jour. Nous n'avons jamais vu ce qu'Hitler a fait. Nous n'avons jamais vu ce que les tyrans de l'histoire humaine ont fait. Nous avons lu à leur sujet dans les livres d'histoire. Peut-être une ou deux photos d'Algérie. Peut-être une image floue du Kenya ou quelque chose venant de l'Inde. Nous entendons parler de ces choses, ou nous les lisons. Mais ici, nous voyons les images les plus horribles, littéralement, chaque jour. Et même si Twitter, Facebook, Instagram et d'autres font de leur mieux pour tout faire disparaître, et bien sûr, TikTok fera très bientôt un excellent travail pour tout effacer, le régime s'est retrouvé délégitimé. Cependant, la guerre de 12 jours a été un moment décisif, car pour une fois, quelqu'un a riposté avec une grande force. Le régime israélien était en train de perdre la guerre et a dû supplier pour un cessez-le-feu. Ils avaient été vaincus par le Hezbollah en 2006, mais cette fois, c'était très différent. Ils ont été frappés très durement. Et le régime actuel, s'il devait attaquer à nouveau l'Iran, ce serait bien pire, car il a déjà donné tout ce qu'il avait. Ils ont tout utilisé. C'était une opération de changement de régime, comme ils l'appellent. Ils ont utilisé toutes les technologies les plus récentes. Je veux dire, le régime ukrainien ne peut qu'en rêver. Zelensky ne peut que rêver des armes dont dispose Israël, le régime israélien. Les Iraniens ont été pris au dépourvu. Je veux dire, il y a quelque chose que je devrais souligner. Les Iraniens savaient qu'une attaque allait avoir lieu. Ils savaient qu'elle se produirait cette nuit-là, mais ils ne savaient pas que le régime allait viser l'État. Ils pensaient que ce serait le programme ou les bases militaires, mais ils ne pensaient pas que le régime deviendrait incontrôlable. C'était une erreur.
Les Iraniens ont mal calculé. Ce fut un échec. Mais malgré cela, ils ont renversé la situation. La tendance s'est inversée et ils ont vaincu le régime. Ainsi, désormais, le régime est illégitime. Il est vulnérable. Et ce que fait le Yémen, c'est nous rappeler la vulnérabilité du régime. Mais encore une fois, je dois insister sur ce qu'Ansarullah a répété à maintes reprises. Les forces armées du Yémen, le gouvernement du Yémen l'ont dit à plusieurs reprises. Arrêtez l'Holocauste et nous lèverons le siège. Mettez fin au massacre des enfants et nous cesserons de bloquer les navires qui traversent la mer Rouge. C'est assez simple. Ce que fait Ansarullah, ce que font les forces armées yéménites, ce que font le gouvernement et le peuple yéménite, c'est appliquer la Convention sur le génocide. Quelque chose que l'Occident non seulement s'abstient de faire, mais refuse de faire. Il fait exactement le contraire. Dans cette vidéo, provenant du média Iran International, financé par Tel Aviv, on a presque l'impression qu'ils essayaient de pousser l'ambassadeur à applaudir une nouvelle manche, une deuxième manche, contre l'Iran. Mais votre réaction à cette réponse était, vous savez, je ne sais pas, les Iraniens affirment que leurs infrastructures sont civiles. Mais ces infrastructures civiles sont visées. Quel est l'impact sur la capacité de l'Iran à se relever, à riposter, à ne pas avoir peur, comme l'a dit le professeur Marandi, et à le faire alors que des discussions ont lieu avec les E3 au sujet du rétablissement automatique des sanctions et de leurs exigences pour que l'Iran se débarrasse non seulement de son programme nucléaire, mais aussi de son programme de missiles balistiques. L'Iran teste ses missiles parce qu'il se prépare à se défendre à nouveau. Quel genre de message cela envoie-t-il? Absolument. Je pense que cela a beaucoup à voir avec le niveau d'arrogance au sein de l'establishment israélien. Vous savez, ils se battent toujours contre des ennemis bien plus faibles qu'eux. Et avec le temps, Israël en est venu à cette conclusion qu'il est invincible, que personne n'est assez fort pour le combattre. Je veux dire, l'industrie israélienne de l'armement était, à un moment donné, je crois, classée 7e ou 8e en termes d'exportation mondiale. Israël a été considéré comme un acteur majeur sur le marché des armes. Et l'Iran est un pays soumis à un siège américain, occidental américain, depuis très longtemps. Ils ont donc dû commettre de graves erreurs de calcul, non seulement concernant les capacités de l'Iran, mais aussi la nature de la réponse iranienne. En pensant que, eh bien, vous savez, nous sommes ceux, vous savez, nous avons cette assurance, et cette assurance, c'est Washington. Quoi qu'il arrive, Washington viendra toujours à la rescousse. Washington ne nous laissera jamais sombrer financièrement ou économiquement. Vous savez, Washington pourvoira, même lorsque Ansarullah a imposé un siège sur Eilat et la mer Rouge, fermant effectivement le port, qui est l'une des principales sources d'approvisionnement alimentaire d'Israël. Les Arabes sont venus à la rescousse, et d'ailleurs ils continuent de le faire, en fournissant cette sorte de route alternative, soutenue par les États-Unis, pour que les Israéliens puissent se nourrir, pour s'assurer que leurs enfants aient des jouets, que leurs pharmacies aient des médicaments, et tout le reste, tandis que leurs propres frères à Gaza sont affamés et pulvérisés par les bombes israéliennes. Ainsi, Israël est toujours rassuré que Washington veillera à ce que peu importe à quel point la situation devient difficile pour Israël, tout ira bien. C'était l'accord implicite. Et il faut replacer cela dans un contexte, le contexte étant que l'Iran est depuis très longtemps la principale cible d'Israël. Je veux dire, si l'on remonte à la guerre d'Irak, les néoconservateurs ont clairement expliqué au public américain que la menace ne venait pas seulement de l'Irak et de son armée, du point de vue d'Israël, mais aussi de l'Iran. Et même avant la guerre menée par les Américains et les Occidentaux contre l'Irak, Netanyahou s'exprimait au Congrès et sur diverses tribunes américaines, affirmant que l'Iran représentait une menace encore plus grande que l'Irak.
telling them Iran is even a bigger threat than Iraq. So he kind of been building this massive. Il a donc construit tout un discours politique massif autour de l'idée selon laquelle l'Iran doit être éliminé pour qu'Israël puisse enfin se sentir en sécurité. Cela dure depuis longtemps. Nous nous souvenons tous de Richard Perle et de son célèbre document Securing the Realm, rédigé au nom ou dans l'intérêt du gouvernement Netanyahou, cherchant à réorganiser le Moyen-Orient en faveur d'Israël, faire reculer Damas, provoquer un changement de régime en Irak, éliminer l'Iran, et ainsi de suite. Puis cette opportunité s'est présentée avec l'arrivée de l'administration Trump, l'une des plus insensées de l'histoire de ce pays. Oui, ils ont tous été, à divers degrés, assez criminels. Mais il y a une différence entre être criminel et être à la fois criminel et stupide. Cette administration, je ne sais même pas comment les historiens du futur tenteront de comprendre sa doctrine. Quelle est la doctrine de l'administration Trump au Moyen-Orient ou à l'échelle mondiale? Personne ne le sait. C'est un énorme désordre. Son discours aux Nations Unies a été l'un des spectacles politiques les plus embarrassants, non seulement de l'histoire des États-Unis, mais aussi de celle de l'ONU. Il a profité de cette administration criminelle, fondamentaliste et insensée pour enfin mener une attaque majeure contre l'Iran. Et comme l'a dit le professeur Mohammad Marandi, ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Je veux dire, ils ont activé non seulement toute leur défense aérienne ou toute leur force aérienne, mais aussi leurs services de renseignement. Ils se sont attaqués aux infrastructures civiles. Ils ont essayé de tirer parti de la division politique au sein de la société iranienne, ce qui est naturel et normal dans toute société. Ils ont tenté d'utiliser tous ces éléments pour finalement renverser le gouvernement iranien, et ils ont lamentablement échoué. Vous savez, il y a un dicton, si vous frappez le roi, il vaut mieux le tuer, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Et ils ont vraiment essayé. Ils ont voulu tuer le roi, et ils n'y sont pas parvenus. En conséquence, l'Iran a commencé à restaurer l'ensemble de ses défenses, en particulier ses radars. Ils ont travaillé à combler toutes les failles dans le renseignement, et ainsi de suite. Que peut faire Israël lors de la prochaine frappe qu'il n'a pas encore fait? Lors de la précédente, quelles étaient les cartes surprises qu'Israël avait dans sa confrontation avec l'Iran? Ils ont déjà montré à peu près toutes leurs cartes. Il serait surprenant de voir de nouveaux éléments dans une attaque israélienne contre l'Iran qui n'ait pas encore été utilisée. Et cela pose un énorme problème, car encore une fois, Netanyahou a fondé toute sa carrière, depuis qu'il est devenu Premier ministre en 1996, sur ce joyau de la couronne, renverser le gouvernement iranien. Il en a eu l'occasion et il a lamentablement échoué. Rien n'a changé dans l'équation militaire au Moyen-Orient, ni à Gaza, ni au Yémen, ni ailleurs. Alors que peuvent-ils faire qu'ils n'aient pas déjà fait? Nous savons déjà, et je vais conclure là-dessus, qu'Israël s'est engagé sur la voie de ce qu'ils appellent le nationalisme suicidaire. Vous savez, cette attitude du genre « peu importe les conséquences, faisons ce que nous pouvons et voyons ce qui se passe ». Ainsi, Israël pourrait en réalité déclencher une nouvelle guerre contre l'Iran. Et les Iraniens doivent en être bien conscients. Étant donné qu'Israël vient de frapper l'un des alliés les plus proches de Washington, en dehors de l'OTAN, à savoir Doha, alors n'essaierait-il pas de frapper à nouveau l'Iran? Oui, il le ferait. Il pourrait. Ils risquent de le faire. Ils le feront. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer? Je pense très peu, voire rien du tout. Et je crois que la contre-attaque de l'Iran sera très probablement encore plus décisive que la précédente. Comme le disait Ramzi, la politique des États-Unis en Asie de l'Ouest est actuellement très confuse. Mais par défaut, il y a bien sûr un soutien total à Israël.
et ce soutien total à Israël de la part de l'administration Trump devient assez mesquin et presque pathétique. Pendant la semaine de l'ONU, nous avons eu des histoires comme celle-ci. Des diplomates iraniens aux États-Unis se voyant interdire de faire leurs courses dans des enseignes comme Costco pour des raisons de sécurité nationale. Et cela s'inscrit, professeur Marandi, dans un contexte de grandes discussions en cours. Peut-être pouvez-vous nous aider à comprendre cela, car tandis que l'administration Trump relègue en quelque sorte l'Iran au second plan, compte tenu de tout ce que Ramzi vient de dire et de tous les défis auxquels le pays est confronté, la question des sanctions automatiques et de la participation de l'Iran aux soi-disant inspections nucléaires demeure. Certains parlementaires réclament un retrait complet de l'AIEA. Et il y a eu des allers-retours à ce sujet. Parlez-nous donc de la position actuelle de l'Iran vis-à-vis des États-Unis et d'Israël, alors que ces soi-disant négociations vont et viennent. Je crois qu'il a été dit récemment que les négociations avec les États-Unis étaient écartées. L'Iran ne discuterait désormais qu'avec les Européens. Et apparemment, de nouvelles sanctions automatiques devraient bientôt être mises en place. Qu'en pensez-vous? Tu sais, Danny, les États-Unis soutiennent pleinement Israël, évidemment, et Trump, pour une raison ou une autre, que ce soit à cause d'Epstein ou autre, est complètement lié à Netanyahou. Mais le peuple américain, lui, ne l'est pas. Même après la mort de Charlie Kirk, quand on voit des gens pointer du doigt le régime israélien, beaucoup de personnes aux États-Unis y croient. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Je sais que la version officielle du FBI n'a pas beaucoup de sens. Mais le simple fait que les gens accusent le régime, ou que lorsqu'ils parlent du 11 septembre, ils ne croient plus la version officielle, et commencent à accuser le régime israélien, ou encore à propos de JFK, et ainsi de suite, montre à quel point ce régime est méprisé, à quel point il est largement détesté. Aujourd'hui, vous pouvez fermer TikTok, vous pouvez tout fermer, mais les gens se sont réveillés. Les gens voient la réalité. Un holocauste n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment cacher aussi facilement. Ainsi, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est très différent de celui dans lequel nous vivions il y a 2 ans. Ces 2 années seulement ont rendu les choses fondamentalement différentes. Et le régime, d'ailleurs, s'est révélé nuisible aux intérêts des États-Unis. Il entraîne tout l'Occident vers le bas, car le monde perçoit cela comme un holocauste perpétré par l'Occident collectif. Les gens, les jeunes en Occident, les gens partout dans le monde, regardent cela avec horreur. À l'avenir, les États-Unis ne pourront plus parler de droits humains, de valeurs humaines ou de liberté. Parce que nous voyons de plus en plus de personnes être opprimées aux États-Unis, des personnes emprisonnées, expulsées, poursuivies en justice, privées de leur plateforme, simplement pour avoir défendu la Palestine, simplement pour avoir protesté contre un génocide. C'est assez stupéfiant. Ainsi, le soft power des États-Unis, le soft power de l'Occident, a été complètement démoli à travers le monde. Les gens ont désormais beaucoup plus de respect pour les pays non occidentaux que pour les pays occidentaux, malgré le fait que l'Occident les ait diabolisés, avec un certain succès depuis des décennies, de nombreuses décennies, l'Iran en particulier. C'est donc un changement fondamental. Et je pense, comme l'a souligné Ramzi Baroud, que les Israéliens ne sont pas omniscients. Ils ont mal calculé dans cette guerre, et ils ont échoué. C'était une blitzkrieg, mais ils ont tout de même échoué. Et cela ne montre pas seulement la puissance de l'Iran et la légitimité publique de l'État, mais aussi à quel point le régime israélien se trompe dans ses calculs. Cela montre à quel point l'Iran connaît Israël, à quel point l'Iran connaît le régime. Les missiles iraniens ont pu atteindre leur cible avec une grande efficacité,
traversant les nombreuses couches de défense mises en place par les Américains et les Européens à travers les bases radars en Turquie et dans tout le Golfe Persique, et même en utilisant l'espace aérien de la Jordanie et de la Syrie, ils ont tout de même échoué. Et cela montre d'ailleurs que les capacités balistiques dont dispose l'Iran figurent probablement parmi les 2, 3 ou 4 systèmes de missiles les plus avancés au monde, aux côtés, sans doute, de ceux des Chinois et des Russes. Cela montre que, malgré les sanctions, ce qu'un pays peut faire, ce qu'un pays indépendant peut faire, et ce que les peuples du Sud global peuvent accomplir. Nous ne vivons plus dans un monde où l'Occident peut prétendre et affirmer qu'il détient tout le savoir, que nous devons aller vers lui pour apprendre à faire les choses, et qu'il a toujours une longueur d'avance sur nous. C'est l'un des mythes que le régime israélien a toujours utilisé. Il a toujours prétendu en savoir plus, disposer d'un meilleur renseignement, de meilleures capacités, mais il a perdu cette guerre. Et il a perdu cette guerre, malgré le fait que les agences de renseignement occidentales les aidaient collectivement, par le biais de leurs ambassades en Iran et dans les pays voisins. Et bien sûr, malheureusement, des pays de la région, des pays voisins de l'Iran, comme la République d'Azerbaïdjan, un proche allié du régime israélien, et Erdogan, en quelque sorte, un allié de Netanyahou dans le Golfe Persique. Malgré tout cela, le pays a réussi à vaincre le régime. La prochaine fois, ce sera bien pire, car l'Iran est désormais préparé. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et maintenant, l'Iran connaît leurs capacités et renforce sa puissance défensive et offensive. Mais cela, je pense, est une grande victoire pour le Sud global. Cela devrait donner confiance en eux, aux jeunes du monde entier. Que nous pouvons accomplir des choses, qu'ils peuvent accomplir des choses dans leur propre pays, que ce soit en Afrique du Sud, dans le sud de l'Amérique latine, en Asie centrale, en Asie du Sud, en Asie de l'Ouest ou en Asie de l'Est. Ces jeunes peuvent faire des merveilles et personne ne peut les arrêter tant qu'ils ont cette détermination. Le régime israélien est en réalité la dernière colonie de l'Occident, la dernière grande colonie de l'Occident qui a occupé une partie du Sud global. Mais la colonisation des esprits existe encore. C'est quelque chose avec lequel nous luttons depuis des centaines d'années. Nos esprits ont été colonisés depuis si longtemps. Mais tout cela s'effondre peu à peu. Chaque fois qu'Ansarullah riposte, quelque chose se brise. Quelque chose se brise. Une partie de cette colonisation se détache de ce réseau plus vaste, de cette image plus large. Et je pense que la réponse de l'Iran, la résistance unie et bien sûr le peuple de Gaza, la résistance héroïque à Gaza, le Hamas, le djihad islamique et les autres petits groupes, tous, ainsi que le peuple, les femmes et les enfants, qui refusent simplement d'abandonner leur terre, qui refusent simplement de partir malgré le génocide, montrent au Nord global, à l'Occident, qu'ils ne sont pas tout-puissants. L'Occident est en train de se détruire lui-même. Chaque enfant qu'ils tuent, ils se détruisent eux-mêmes. Ils sont donc détruits sur le plan économique. Et d'ailleurs, à mesure que l'Occident décline économiquement en s'aliénant tout le monde, la Chine, la Russie, l'Iran et maintenant l'Inde et le Brésil, entre autres, ils s'aliènent tout le monde. Et à mesure que l'Occident décline, est-ce que cela profite au régime israélien? Non, car ce régime insignifiant dépend entièrement des aides de l'Occident. Sans un Occident puissant, ils ne le sont pas non plus. Ainsi, à mesure que la fortune de l'Occident décline, celle du régime israélien décline également. Leurs économies sont en déclin, leur armée est en déclin, leur influence douce est détruite. Le monde change bien plus vite que nous ne le pensons. Ce sont des temps très sombres. Et moi, je ne dis pas que cette obscurité va disparaître de sitôt. Mais ceux qui ont imposé cette obscurité sur nous et sur le monde vacillent.
Ils s'affaiblissent, ils deviennent vulnérables, et cela se voit. Le meilleur dans tout cela, c'est que les jeunes de ces pays se réveillent. De jeunes juifs, chrétiens, musulmans, hindous, des gens de tous horizons, se réveillent et veulent quelque chose de différent. Ils veulent un gouvernement sensé, un établissement politique sensé qui construise l'Amérique, qui construise la Grande-Bretagne, qui construise la France et l'Allemagne, et qui entretienne une relation décente avec le reste du monde. Et c'est ce que nous voulons tous aussi. Même ceux, en Occident, qui sont en colère contre les immigrés et les personnes à la peau foncée comme nous, commencent à reconnaître que toutes ces guerres sont la raison pour laquelle les gens ont émigré là-bas. Sinon, les gens vivaient bien là où ils étaient. Les Syriens allaient bien jusqu'à la sale guerre. Les Libyens allaient bien jusqu'à ce qu'on détruise leur pays. Les peuples d'Amérique latine allaient bien jusqu'à ce que les Américains détruisent leurs économies et leurs gouvernements en soutenant des dictatures et des régimes cruels et brutaux, et ainsi de suite. L'Afghanistan, tu sais Danny, tu ne le sais peut-être pas, mais comme c'est un pays voisin de l'Iran, avant la révolution en Iran, l'Afghanistan était à bien des égards plus développé que l'Iran. Il faudrait que je vérifie les chiffres, mais le pourcentage de personnes qui allaient à l'école, ou enfin, notre région était très en retard. L'Iran allait très mal sous le Shah, malgré tout le pétrole exporté. Mais l'Afghanistan et l'Irak étaient tous deux des pays qui s'en sortaient plutôt bien, comparés à d'autres dans la région. C'est les États-Unis qui ont détruit l'Afghanistan. Ce n'était même pas tellement l'Union soviétique. Je veux dire, je ne dis pas que l'invasion de l'Afghanistan n'était pas un crime inacceptable, mais les États-Unis les ont encouragés à envahir. Nous savons maintenant que Carter et son conseiller à la sécurité nationale ont comploté en Afghanistan pour soutenir ces soi-disant moudjahidines afin de créer un Vietnam pour l'Union soviétique. Ils ont donc détruit l'Afghanistan. Ces millions d'Afghans qui sont partis en Europe ne l'ont pas fait simplement parce qu'ils n'aimaient pas leurs villes et villages et voulaient vivre ailleurs. Ils sont partis parce que tout avait été détruit. Il en va de même pour l'Irak, il en va de même ailleurs. Ainsi, les gens en Occident se réveillent face à la réalité selon laquelle l'establishment politique occidental a provoqué cette situation pour ses propres populations et qu'il continue de brutaliser des personnes à travers le monde. Je suis donc optimiste quant à l'avenir. Je ne suis pas pessimiste, mais cela ne signifie pas que les choses vont changer du jour au lendemain. Elles pourraient même empirer. Mais au fond, je pense que le fait que les gens se réveillent est la chose la plus importante de toutes. Ce que nous voulons, c'est un monde où les gens comprennent ce qui se passe. Nous ne voulons pas vivre dans un monde où les gens sont bercés par les médias occidentaux et par les riches et puissants qui créent ces récits, et où les gens croient à ces récits. Et par conséquent, ils ferment les yeux sur la mort, la destruction, le génocide et les holocaustes.